Bonjour, nous sommes aujourd'hui le Cercle des Volontaires venu à la rencontre de Jérémy Léhut. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous venez de sortir de prison il y a quelques jours. Mhm. Avant que nous parlions de votre histoire, puisque vous êtes engagé dans le combat contre les réseaux pédocriminels, pouvez-vous expliquer aux internautes ce que sont les réseaux pédocriminels, en France notamment? Oui, je peux. Alors, tout simplement, c'est un peu compliqué à expliquer, mais pour essayer de faire simple, vu que tout fonctionne sur un système pyramidal dans notre société, on sait qu'il y a des gens qui sont tout en haut et des gens qui sont tout en bas. Donc ça commence d'abord par les gens qui sont tout en bas. On va prendre l'exemple d'Émile Louis, de Marc Dutroux, qu'on désigne comme étant des prédateurs isolés, mais qui sont là en réalité pour enlever des enfants, torturer, les filmer et les vendre à des gens qui se trouvent de plus en plus haut dans la pyramide, que ce soit des notables, souvent, ou des gens qui font partie du système politique, du cirque politique actuel. Donc on en connaît quelques-uns. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est du trafic d'enfants, ni plus ni moins, avec des assassinats, des viols, des tortures, qui donnent lieu à ce qu'on appelle des snuff movies. Et voilà, en gros c'est ça un réseau pédocriminel. Qu'est-ce qu'un snuff movie? Alors un snuff movie, c'est une vidéo dans laquelle on voit des enfants qui se font assassiner, qui se font violer, qui se font torturer. Et pour l'affaire Vincent, par exemple, on sait qu'il y avait trois niveaux. Il y avait des cassettes numérotées de 1, 2, 3. Et donc le niveau 1, c'était le viol, le numéro 2, c'était la torture, et le numéro 3, c'était l'exécution. Et donc chaque cassette, selon ce qu'on y voit, coûtera un prix bien défini. Et c'est un business très 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 lucratif. D'accord, alors je conseille pour ceux qui voudraient voir un documentaire sur le sujet, le dossier Zandvoort fait par Carl Zero, qui Ouais. est une bonne entrée en matière, je pense, parce qu'on a du mal à imaginer l'ampleur de ces réseaux et le sommet de la pyramide qui remonte assez haut. Ouais, alors le problème, c'est que ça, vu que ça touche des notables, ça touche forcément des juges, des avocats. Donc quand une histoire doit être traduite en justice, en général, ça bloque. On voit par exemple pour l'affaire de Zandvoort qu'il il y a des pièces à conviction qui disparaissent dans le couloir juste avant le jugement, donc dans les couloirs du tribunal juste avant le jugement. On voit qu'il y a une trentaine de témoins clés qui décèdent, alors qu'ils ont quand même des choses importantes à dire, c'est des témoins clés, hein. Et comme pour par exemple l'affaire Marion Wagon, il y a aussi des gens qui avaient des témoignages importants à porter, qui sont décédés. Marion Wagon, qui est une histoire qui s'est passée en France, qui date de 96. Donc voilà, en fait, c'est tout un système judiciaire, malgré tout, qui est corrompu, à cause de quelques-uns, parce que je pense pas que tout le système judiciaire soit corrompu, mais le fait est qu'il y a des dossiers qui bloquent, parce que si une personne de bonne foi veut s'occuper d'un dossier et essayer de le traduire en justice, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui lui dise non, ça t'y touche pas, qui lui signe un document avec à côté de la signature les trois petits points qui sont leur marque de fabrique, et c'est foutu. Donc le réseau, il est en bas, c'est-à-dire chez les petits délinquants, les marques du trou, etc., qui sont des monstres, d'accord, mais qui sont ni plus ni moins que les premiers maillons d'une chaîne, en fait. Et ça remonte. Ensuite, ça peut être des associations, ça peut être tout ce qui est dans le social, par exemple les foyers, les éducatrices, les assistantes sociales. Ça peut être ensuite des maires, des élus, des juges, des avocats. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le réseau. Très bien. Donc, alors vous personnellement, ça fait 1 an que vous luttez contre ces réseaux avec vos moyens. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à vous lancer dans ce combat? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai toujours eu un peu de mal à répondre, pour la simple et bonne raison que j'ai pas vraiment de réponse à ça. C'est des choses qui dégoûtent forcément la plupart des gens. Enfin, je connais personne qui est venu me dire qui s'en foutait de ce genre de choses. Mais en fait, je crois que c'est tout simplement le bon sens. Et ouais, je crois que c'est du bon sens, de la logique, et rien d'autre en fait. L'empathie pour les victimes et l'esprit de justice. Oui, il y a bien sûr. l'empathie pour les victimes, évidemment. Enfin, je veux dire, on a un esprit de... On a un sentiment de véritable justice en fait qui se dégage. Au bout d'un moment, on a envie de faire les choses soi-même, d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, de taper un peu du poing sur la table. Mais il y a aussi le fait que j'ai du mal à comprendre que les gens ne se mobilisent pas plus pour cette cause en fait. Donc pour moi, répondre à cette question, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, ouais, il y a l'empathie pour les victimes, c'est pas possible, ça touche des enfants quand même. Bon, déjà j'ai du mal j'ai du mal à entendre qu'une femme ou qu'un homme se soit fait violer, etc. Mais alors quand c'est un enfant, c'est pire que tout. Bien sûr. Alors, comment peut-on lutter contre les réseaux pédocriminels? Puisque ça a l'air quand même puissant. Ouais, alors à mon niveau,
C'est vrai que ça peut paraître plutôt futile, mais en réalité c'est pas bien compliqué. Les gens ils ont beaucoup de fantasmes sur ce qu'on fait, donc ils s'imaginent qu'on débarque dans des soirées où des enfants sont découpés en morceaux, etc. Enfin il y a des gens qui se sont imaginés des choses absolument hallucinantes. Alors en fait c'est pas ça, c'est comme dans la vie de tous les jours, ça marche surtout avec des contacts. Donc tu sais qui a bossé sur quelle affaire en faisant tes recherches, parce qu'il faut aussi faire des recherches correctement. À force d'échanges de mails, t'arrives forcément à tomber sur quelqu'un au bout d'un moment. Tu parles, t'échanges tes infos. Tu apprends où est-ce qu'il s'est passé certains crimes, tu peux aller voir sur les lieux, tu peux chercher par toi-même, tu peux aussi te faire passer pour quelqu'un d'autre et rentrer en contact avec une personne qui est pas forcément clean, mais lui poser des questions, essayer de soutirer des informations en prêchant le faux pour avoir le vrai. Tu peux aussi rencontrer un contact qui n'est pas un pourri mais qui en sait très très long sur les dossiers. C'est surtout des contacts, beaucoup de mouvements, faut être... Enfin, moi, je suis tout le temps en train de bouger, je suis rarement chez moi. Je suis souvent un peu partout dans toute la France. Donc, c'est ça, en fait. C'est un travail d'investigation un petit peu comme la police, et c'est interroger des gens. Mais forcément, vu qu'on n'est pas de la police, ça prend un peu plus de temps. D'accord, hein, donc un travail d'enquêteur. C'est ça, ni plus ni moins, ouais. Très bien. Alors, sur quel dossier particulier avez-vous travaillé récemment? Alors, il y a cette fameuse affaire de Franche-Comté, qui est en train de faire un petit peu de bruit. D'ailleurs, il y a des mises en examen en ce moment. Mhm. Il y a l'affaire Marion Wagon qui date de 96. Donc l'affaire Marion Wagon rejoint celle d'Estelle Mouzin et on rejoint d'autres, mais j'ai pas encore, enfin je peux pas encore vraiment en parler. Il y aura peut-être une vidéo que je ferai par la suite. Il y a l'affaire Zandvoort avec les ramifications françaises, parce qu'il y a des ramifications en France. Hein, de toute façon, à partir du moment où on parle de réseau, ça ne touche pas qu'un pays, ça en touche plusieurs forcément. Il y a l'affaire des crimes de la gare de Perpignan, ça je peux pas trop en parler non plus, je peux au moins dire le nom, qui va chercher très très haut dans les notables et dans le système politique en général. Mhm. Puis voilà, c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal parce que ça demande quand même beaucoup d'investigation, beaucoup de temps. Chaque dossier me prend pas mal de mon temps. Par exemple, pour l'affaire de Franche-Comté, ça fait quand même 9 mois que je suis dessus. Donc entre-temps, il faut jongler, Marion Wagon, les autres, enfin c'est compliqué. Très bien. Donc tu as été attrapé entre guillemets par la police pour des faits sur lesquels on va revenir tout à l'heure, mais lors d'un rassemblement à Mansay en soutien à Stan Maillot. Oui. Alors pour les internautes qui ne connaîtraient pas Stan Maillot, pouvez-vous présenter qui est Stan Maillot? Alors Stan Maillot, selon la presse, il est considéré comme étant un Zorro blanc, si j'ai lu. Alors en fait, Stan Maillot, c'est un ancien gendarme, rentré dans la gendarmerie par idéal et qui en est sorti par dégoût, je reprends ses mots. Il a fait les commandos, enfin il a été militaire, il a laissé tomber tout ça parce qu'il a assisté à des choses auxquelles on ne pensait pas assister en allant dans ce genre de force, que j'appelle les forces du désordre. Et donc voilà, il en est sorti. Il a fait partie d'une association qui s'appelle Politique de Vie pendant un moment, qui vient apparemment en aide aux enfants qui subissent des violences, qu'elles soient sexuelles ou autres. Et il y a cette fameuse affaire du petit Vincent qui est arrivé un jour sur son bureau. Donc on connaît surtout Stan Maillot pour ça, pour son combat pour le petit Vincent, pour l'avoir protégé d'un réseau pédophile et non pour l'avoir enlevé à son père, qui lui était un pédophile, qui faisait même un trafic de snuff movies et d'héroïne. Donc ça va quand même très très loin. Donc c'est ni plus ni moins quelqu'un qui a fait ce que j'appelle moi son devoir de citoyen, qui a sauvé des enfants et qu'aujourd'hui on présente comme un espèce de maniaque du kidnapping. D'accord. Alors est-ce qu'il a effectivement pourquoi est-ce qu'on l'accuse d'avoir enlevé des enfants? Est-ce qu'il a vraiment enlevé des enfants ou comment ça se passait? Non. Alors au regard de la loi, si moi j'écoute les juges, si j'écoute les avocats, si j'écoute un peu tous ces gens-là, il a commis des actes répréhensibles. Mais alors si commettre un acte répréhensible, c'est enlever un enfant qui subit des violences de la part de son père, parce que ça va très très loin. Le gosse par exemple était vendu enfin le père vendait l'enfant à des gens pour qu'il se fasse violer quand même. La justice n'a pas voulu l'entendre. Donc il est parti avec l'accord de la mère et la grand-mère qui sont donc venus avec lui, avec l'enfant. Donc ils étaient 4 et ils sont partis tous les 4. Oui, donc ça s'est fait avec une partie de la famille. Ça s'est fait avec une partie de la famille, donc il n'y a pas soustraction de mineurs. Au regard de la loi, apparemment si, mais j'ai appris que si tu fais valoir une loi, il y en a une qui en annule une autre, qui en annule encore une autre. Enfin, c'est tout un bordel hyper compliqué, encore une fois. Et
si on se base sur la logique et sur la morale, il n'y a pas d'enlèvement d'enfants, hein. D'accord. C'est juste de la protection. Et en plus, comme vous venez de le souligner, donc la loi est contradictoire sur ce point. Oui. Alors, pouvez-vous expliquer le contexte de sa disparition, donc avant Amancet? Ouais. Alors, ils ont eu connaissance de l'affaire de la petite de Franche-Comté. Moi, je dis la petite, elle a 20 ans, mais il faut l'avoir vue pour comprendre, en fait. Je la connais bien, je l'appelle la petite. Et avec Jeannette, donc Christophe Borja, et Stan Maillot, on est parti sur Amancet pour pouvoir rencontrer cette victime. J'étais moi avec Jeannette dans un véhicule, et Stan était avec Christophe Borja dans un autre véhicule, et on devait rester à distance, au cas où il se passerait quelque chose, parce qu'on sait jamais, et la preuve il s'est passé quelque chose. Donc Jeannette et moi devions aller voir la victime, et pendant qu'on va voir la victime, on n'a plus de nouvelles en fait, de Stan ni de Christophe, qui nous envoient aucun SMS, qui nous disent absolument rien, donc on comprend pas. Et c'est tout simplement quelques heures plus tard, en passant devant la gendarmerie d'Amancet, qu'on remarque que le véhicule de Christophe est garé devant la gendarmerie. Là, on se dit qu'il y a un sérieux problème. On se demande aussi ce qui arrive à Stan, parce qu'il est quand même sous le coup d'un mandat d'arrêt. Jeannette est à peu près persuadée qu'il s'est enfui. Moi, j'étais à peu près persuadé qu'il s'était fait arrêter. Donc on en débat un petit peu, on attend. Aux alentours de 20h, Christophe nous appelle. Il nous explique qu'il est sorti du commissariat. On essaie de lui dire qu'il faut qu'on se rejoigne, qu'on parle, mais lui il veut pas, il préfère partir. Je pense que les flics lui ont bien fait comprendre qu'il valait mieux qu'il s'en aille, donc il était en train de prendre la route. Et du coup, nous on s'est posé pas mal de questions, on a décidé de reprendre la route et d'aller dormir dans un endroit un peu plus tranquille. Et sur le chemin, Jeannette croise donc un fourgon. Moi j'étais à l'arrière parce qu'on était dans un camping-car en fait. Moi j'étais à l'arrière et Jeannette était devant, elle roule. Et apparemment, dans un fourgon, elle pense voir Stan Maillot, et, en compagnie de plusieurs gendarmes. Donc au début, on a pensé qu'il s'était fait attraper. Mais on n'en sait pas plus que ça en réalité. Alors pour avoir parlé avec le lieutenant-colonel Burlet de la brigade de Besançon, ou d'Ornans, je sais plus trop, c'était simplement un contrôle routier parce que la voiture, le fourgon se trouvait là et n'avait pas à se trouver là. Ils ont été confrontés à une vague de cambriolage pendant un moment. Donc ils se sont demandé ce que faisait ce fourgon. Donc apparemment c'était simplement un contrôle, sauf que moi j'ai deux sons de cloche différents. Voilà. D'accord, donc ici, pour qu'on comprenne bien, dans l'autre voiture, il y avait donc Stan Maillot avec Monsieur Borja, et Monsieur Borja s'est fait arrêter, mais Stan Maillot s'est enfui de la voiture ou... Ouais, Stan Maillot s'est enfui, alors j'ai appris ça par la suite en parlant et avec Christophe et en parlant avec le lieutenant-colonel Burlet. Alors le lieutenant-colonel Burlet nous explique, lui, que le véhicule est garé à un endroit où il n'a pas à être garé, qu'ils sont confrontés à une vague de cambriolage, ils ont du mal à se dépatouiller, et du coup ils décident de suivre le véhicule, et au moment où ils approchent du véhicule, soi-disant le véhicule a un comportement suspect et commence à s'en aller, et une autre brigade arrive à ce moment-là, comme par hasard. Une autre brigade arrive, donc ils arrêtent le véhicule, et apparemment c'était juste pour un contrôle d'identité de celui qui était au volant. Et selon le lieutenant-colonel Burlet, Stan a ouvert la porte et est parti à travers champ, tout droit. D'accord, donc ça c'est la dernière fois où on a vu Stan. Ouais. Mis à part peut-être sa compagne qui pense l'avoir aperçu dans le fourgon, mais qui n'est pas sûr. Ouais. Très bien. Donc, on comprend un petit peu mieux donc le contexte de sa disparition. Mais pouvez-vous expliquer le contexte de votre propre incarcération ainsi que celle de Jeannette et des autres qui sont encore pour l'instant C'est-à-dire comment j'ai été arrêté? Voilà. Bah, tout simplement après la conférence d'Amancet, c'est le mardi 23 octobre, ouais c'est ça. On veut se rendre à une manifestation sur Besançon pour les enfants. Bon, je sais plus qui organisait cette manifestation, mais c'était quelque chose de bien. On s'est dit que vu les répercussions qu'a eu notre conférence de presse, peut-être que ce serait bien qu'on aille jeter un œil. Et le fait est aussi, vous savez tous pas ça, bon, vu qu'on a beaucoup travaillé, on n'a pas passé beaucoup de temps à chercher à se nourrir ou quoi, donc on avait aussi décidé d'aller manger un morceau. Donc voilà, à la base on était sortis pour manger un morceau et pour aller à une manifestation pour les enfants, et tout simplement aux alentours de midi, peut-être un peu plus, midi 20, midi 25, quelque chose comme ça, on est sorti du véhicule pour se rendre sur les lieux où la manifestation
devait se dérouler. Et finalement, quelques secondes après être sorti du véhicule, j'entends un cri derrière nous, gendarmerie nationale, mettez-vous à terre. Donc moi je me retourne, je vois un policier assez balèze en chemise rose qui nous tient en joue avec son pistolet. Ils mettent Jeannette à terre. Moi, ils m'ont pas mis à terre. Hein. Comme j'ai expliqué dans la vidéo dernièrement, moi, ils m'ont pas mis à terre. Ils m'ont retourné, ils m'ont mis les menottes dans le dos. Mais Jeannette, ils l'ont mise à terre. Ensuite, on a été mis dans un véhicule différent. Donc, on était séparés et on est parti au commissariat de Besançon. D'accord. Et on a été arrêté par la brigade de recherche de Poitiers. D'accord. Donc, de Besançon, vous avez été amené après à la maison d'arrêt de Saintes? Non. D'abord, en fait, on est parti de Besançon pour aller jusqu'au commissariat, enfin à la gendarmerie de Poitiers, où on a été entendu. Donc, on est parti de Besançon jusqu'à Poitiers. On a passé la nuit. Alors, le 23, on est parti de Besançon pour aller à Poitiers. On est arrivé aux alentours d'1h du matin, si je me souviens bien. Et puis, ils ont obtenu une prolongation de garde à vue, parce qu'il en fallait bien une. Sinon, c'est 24 heures. Mais il faut pouvoir avoir une prolongation pour faire les 48 heures, en fait. Donc, on a fait une deuxième journée. Et donc vous avez une sorte de comparution immédiate pour donc le chef d'inculpation, c'était association de malfaiteurs en vue d'enlèvement de plusieurs mineurs de moins de 15 ans. Merci. Voilà, c'est ça. Donc ce qui est complètement hors de propos, puisque comme on le disait tout à l'heure, vous n'aviez jamais eu l'intention, ni vous ni les autres personnes qui sont encore en détention, d'enlever les enfants. Bah surtout que, enfin voilà, je veux dire. Stan Maillot, il est quand même pas bête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec l'histoire de l'affaire Vincent. On lui dit qu'il a enlevé un enfant, vous pensez quand même pas qu'il va faire une deuxième fois l'erreur, si on peut appeler ça une erreur, mais je pense qu'il a quand même réfléchi, qu'il a appris de ce que la justice pourrait appeler des erreurs, même si pour moi il a fait son travail. Il n'y avait aucune préparation d'enlèvement d'enfants, sinon j'aurais été au courant de toute façon. Et il y a cette fameuse histoire de second reportage qui voulait tourner. Et c'est pour ça qu'il y a eu un contact avec ces enfants. Ça n'a jamais été pour la soustraction de mineurs ou une association de malfaiteurs. Ils sont capables d'aller très très loin de toute façon. D'accord. Et donc vous avez été mis en détention préventive immédiatement, donc pendant 3 semaines. Ouais, c'est ça. Alors après ces fameuses 48 heures de garde à vue, on part pour le tribunal de Saintes. Donc on part de Poitiers pour aller jusqu'à Saintes. Donc moi j'ai fait Paris, pour resituer un petit peu toute l'histoire, j'ai fait Paris-Besançon, Besançon-Poitiers, Poitiers-Saintes. Donc voilà, encore une fois, j'ai parcouru la France, et là, c'était pas pour des bonnes raisons. Donc on est passé devant le juge d'instruction, qui m'a pas vraiment questionné sur les faits qui m'étaient reprochés, justement, et qui a plus brodé autour. Ils ont plus essayé de me faire passer pour quelqu'un de complètement paumé, qui n'a pas d'ancrage familial. Et ils pensaient que j'étais une personne qui avait mis tout le monde en lien, en fait, dans cette histoire. Que c'était un peu moi la tête pensante qui avait mis tout le monde en lien, ce qui n'était pas le cas. Et je pense avoir été du coup incarcéré pour autre chose que pour les faits qui m'étaient reprochés, vu que j'avais rien à voir avec cette histoire. Ce qui veut pas dire que ce que les autres ont fait est quelque chose qui est répréhensible ou quoi, ils ont rien fait de mal non plus. Hein. D'accord, donc il y a 3 autres personnes qui sont encore incarcérées. Et donc au bout de 3 semaines en appel, là vous êtes tombé sur un juge apparemment un peu plus compréhensible. Ouais, j'ai plutôt de la chance parce que moi, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, je suis en détention provisoire. Ça peut être 4 mois renouvelable et cependant 2 ans. Et on te dit que l'enquête elle peut durer jusqu'à 5 ans même. C'est quelque chose de possible. Donc moi je sais absolument pas quand je vais sortir. Je me pose quand même la question. Mon avocate me prévient que je peux faire appel, donc je fais appel. Et elle me fait comprendre que c'est jouable, mais moi j'ai un petit peu du mal à y croire vu que je suis incarcéré pour des choses dans lesquelles j'ai rien à voir. Donc je me pose quand même la question. Donc moi j'y vais pour faire de la figuration, je me dis que ça servira à rien, que je vais pas être écouté, que je vais encore être reparti pour plusieurs mois de prison. Et au final je tombe sur un juge qui se base sur les faits, parce qu'il faut voir que sur sa table il y a une pile comme ça de dossiers, hein, pour toute l'affaire, hein, alors qu'il suffirait de 3 feuilles, sincèrement. Il prend mon dossier, donc je sais pas, à peu près comme ça, il le pose, il me dit moi j'aimerais qu'on se base sur les faits, il me dit parce que les choses sont présentées de telle façon à ce que je n'y comprenne rien. Donc voilà, déjà les choses sont présentées d'une façon pour que le mec ne comprenne rien. Et il me dit, au final, il me dit, vous n'étiez pas présent, vous n'êtes pas le lien entre toutes ces personnes. Il dit donc, qu'est-ce qu'on vous reproche? Donc c'est même le juge qui me demande ce qu'on me reproche, ce qui est quand même plutôt rigolo. Ouais. Je lui dis, bah écoutez, je sais pas, je me posais la même question, ça a été très très rapide.
Et je suis sorti. Pendant la délibération, j'ai senti que c'était bon, même si j'avais un petit peu du mal à y croire, parce que je me voyais vraiment parti pour pas mal d'années, ou peut-être même plusieurs mois, mais quand on est là-bas, on est tellement dans le flou qu'on perd un petit peu... La notion du temps. C'est ça, ouais. Très bien, bon, et donc c'est ce que vous disiez dans l'autre vidéo, c'est que ce qui vous avait pas mal aidé aussi pendant ces 3 semaines, c'est d'avoir reçu beaucoup de courriers d'internautes, de gens qui suivent votre combat, et des lettres de soutien. Ouais. Comme je disais, à la deuxième moitié à peu près, plus à la fin de la 2e semaine d'incarcération, voilà, ça allait plus du tout. Hein. C'était vraiment compliqué parce que j'avais vu que mon avocate. Ma mère avait fait une demande de parloir, mais elle recevait pas de réponse. Apparemment, elle avait envoyé un colis avec des vêtements que j'avais toujours pas reçus. On m'a envoyé apparemment des tonnes de lettres que je recevais pas. J'avais des nouvelles de personnes, t'es coupé du monde en prison. Là, je suis pas sorti pendant 3 semaines, donc sauf pour aller à la douche, donc j'ai pas mis le nez dehors. Au bout d'un moment, ça tourne dans ta tête, ça devient compliqué. Et au moment où j'allais le moins bien, en fait, comme quoi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, j'ai reçu un paquet de lettres que j'ai montré la dernière fois, et c'était que des gens, des lettres de ma famille, mais aussi beaucoup de gens que je connaissais pas, qui m'envoyaient énormément de soutien, des cartes postales, des timbres, des messages on est avec toi, dehors ça se bouge pour vous, et c'est là que j'ai senti justement qu'il y avait quelque chose qui était en train de se créer, qu'il y avait un mouvement qui était en train de se mettre en place, et j'ai senti, malgré tout, entre ces 4 murs, que j'étais pas tout seul, c'est sûr. Ouais. Très bien. Et donc, en guise de conclusion, si vous aviez un message à faire passer aux Français. Notre lutte, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit sur les lettres, notre lutte elle est noble, ça c'est une certitude. Le fait est que tout seul je peux rien, et que même si Stan, Jeannette, Christophe et moi on se remet sur le terrain, on n'est rien à 4. Donc voilà, ce qu'il faut c'est plus qu'un réseau internet qui est là et qui diffuse des informations, il nous faut un réseau de diffusion d'informations, c'est très très important, il faut que l'information arrive aux yeux et aux oreilles des gens, mais il va falloir des gens aussi qui se bougent avec nous en fait sur le terrain. Parce que comme j'expliquais, ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Il faut saisir les autorités, il faut qu'on fasse tous ensemble ce travail. Enfin moi, nous tout seuls, on peut rien faire. Donc voilà un message, le message que j'ai à faire passer aux Français, c'est mobilisez-vous un petit peu. La seule décision qu'ils prennent, c'est une fois tous les 5 ans, c'est d'aller voter pour la peste ou pour le choléra. Donc prenez pour une fois une bonne décision et allez voter, engagez-vous dans une cause qui est noble en fait. Qui, je pense, de toute façon, est une cause tout à fait noble, même si on nous accuse d'avoir fait des choses graves, ce qui n'est pas le cas. Quoi que je fasse pour cette lutte, de toute façon, ça aura toujours des effets bénéfiques au bout d'un moment, et avec l'aide des autres, ce sera encore plus bénéfique avec le temps. On peut faire éclater quelque chose, on est dans une période clé. Nous, on a des dossiers, on a des noms, on a des preuves sur pas mal de choses. Le fait est qu'on est tout seul, et même s'il y a tout ce soutien, on est quand même tout seul à aller sur le terrain à faire certaines choses. Mais si tout le monde se mobilise, on peut faire éclater ça, il y a possibilité. L'union fait la force, comme on dit. C'est ça, l'union fait la force. Et puis c'est vrai, comme vous le rappelez, on est à une époque où il y a une sorte d'inversion des valeurs, et où ceux qui se bougent l'arrière-train, ceux qui sont des vrais résistants, sont calomniés. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai que il n'y a qu'une chose, c'est la réinformation, qu'on s'unisse et qu'on fasse enfin bouger les choses. Alors je rappelle, votre blog, c'est Souveraineté du Peuple. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et un autre blog, un site qui est un petit peu carrefour au niveau des luttes contre les réseaux pédocriminels, c'est Pédopolis. Ouais, il est incontournable, hein. C'est les patrons de l'information en matière de réseaux pédocriminels, donc pédopolis.com. Et il y a les amis de stanmayo.org aussi, qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, qui commence à bien tourner. Ok. Et Jérémy Léhut, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi. Et bravo pour votre combat. Merci beaucoup.